Bonjour, je vous présente une carte mentale sur le Sahel central entre le 9e et le 17e siècle. Donc on va voir l'émergence des États, l'islamisation de la région et le développement des grands réseaux commerciaux autour du lac Tchad et du pays Haoussa. Du Kanem Bornou aux cités Haoussa, empire islam et commerce au Sahel central. Le principal élément géographique de cette région est le lac Tchad. Celui-ci constitue le vestige d'un immense lac appelé le Méga-Tchad, dont l'étendue était beaucoup plus importante il y a plusieurs millénaires, ce qui a profondément influencé les modes de vie des populations riveraines. Aujourd'hui encore, ces dimensions varient fortement selon les saisons. Nos premières informations sur la région proviennent des géographes et voyageurs du monde arabo-musulman. Dès 872-873, le géographe arabe Al-Yaqoubi mentionne l'existence d'un souverain dans la région du Kanem, située au nord-est du lac Tchad, ainsi qu'un commerce d'esclaves. Au XIe siècle, Al-Bakri décrit les habitants du Kanem comme des populations non musulmanes. Quelques décennies plus tard, Al-Idrissi, qui réalise un atlas pour Roger II de Sicile, décrit un bassin du Tchad ponctué de nombreuses localités agricoles où la culture du sorgho occupe une place importante. D'autres auteurs apportent également des informations précieuses. Yakout évoque l'institution de la royauté sacrée, caractéristique de plusieurs États du Bilal al-Soudan, le pays des Noirs. Selon lui, la richesse du souverain repose essentiellement sur la possession de troupeaux et d'esclaves. Au XIIIe siècle, Ibn Saïd oppose un nord du lac davantage islamisé à des régions méridionales présentées comme des zones de capture d'esclaves. Au XIVe siècle, Al-Umari décrit les usages de la cour royale, avec un souverain qui reste caché de ses sujets, tandis qu'Ibn Battuta mentionne le Bornou et le pays Haoussa. À l'époque moderne, plusieurs géographes européens enrichissent ces connaissances. En 1573, Giovanni Lorenzo Anania décrit Gazargamo comme un important centre commercial. À partir du XVIe siècle, les routes reliant le Sahel central à la Libye deviennent progressivement l'un des principaux axes du commerce transsaharien. Au XIXe siècle, de nombreux explorateurs européens parcourent la région. Parmi eux figurent Hugh Clapperton, Dixon Denham, Heinrich Barth, William Balfour Beatty, Gerhard Rolfs ou encore Gustav Nachtigal. Leurs récits fournissent de précieuses informations sur les États sahéliens avant la conquête coloniale. Plus tard, entre 1910 et 1912, l'ethnologue allemand Leo Frobenius mène une importante mission au Nigeria et au Cameroun, rassemblant une vaste collection d'objets, aujourd'hui conservés à Francfort. L'archéologie permet également de retracer les origines plus anciennes des sociétés de cette région. Dès le premier millénaire avant notre ère, des établissements complexes apparaissent à l'ouest du lac Tchad. Le site de Zilom, par exemple, couvre environ 12 hectares et possède des enceintes fortifiées. Son économie reposait principalement sur l'agriculture, notamment la culture du millet perlé et du niébé, complétée par des activités artisanales comme le tannage des peaux. À la même époque se développe dans les montagnes du centre du Nigeria la célèbre culture Nok. Celle-ci est connue pour ses remarquables figurines en terre cuite représentant des êtres humains ou des animaux stylisés, ainsi que pour certaines des plus anciennes attestations connues de la métallurgie du fer en Afrique de l'Ouest. Malgré l'abondance du matériel archéologique, l'organisation politique et sociale de ces sociétés demeure encore mal connue. À partir du milieu du premier millénaire de notre ère, les sites Nok deviennent moins nombreux et cette tradition culturelle disparaît progressivement, tandis que la métallurgie du fer se diffuse plus largement dans la région. Autour du bassin du lac Tchad, les sites deviennent ensuite plus nombreux et plus vastes. Au sud et au sud-est du lac, notamment au Nigeria et au Cameroun actuel, les archéologues ont mis à jour d'importants monticules d'habitat. Le site de Kursa Kata témoigne vers l'an 800 de l'existence de villages permanents composés de maisons regroupées en quartiers denses. Plus à l'ouest, certains établissements sont entourés de fossés et de levées de terre. La croissance de leur superficie, parfois jusqu'à 40 hectares, révèle une forte augmentation de la population et une complexification des sociétés. C'est dans ce contexte qu'émerge progressivement l'empire du Kanem Bornou. Dès les 9e-11e siècles, les souverains de la dynastie des Séfawa consolident leur domination sur le Kanem. L'islam s'implante progressivement entre le 11e et le 12e siècle
au sein des élites dirigeantes et devient un élément important de la légitimité politique. L'influence du royaume s'étend alors du Fezzan, au sud de la Libye actuelle, jusqu'au pays Haoussa. À la fin du XVe siècle, la capitale est transférée à Birni Ghazargamo, qui devient l'un des principaux centres politiques et commerciaux du Sahel central. Les routes caravanières reliant Tripoli au Bilad al-Soudan, via l'oasis de Murzuk, y convergent. Le commerce des esclaves constitue alors l'un des piliers de l'économie du royaume, à côté des échanges de chevaux, de sel, de tissus, de bétail et d'autres marchandises circulant à travers le Sahara. Les élites guerrières organisent régulièrement des razzias contre les communautés non musulmanes du sud du bassin tchadien. Les captifs sont exportés vers l'Afrique du Nord ou employés localement comme domestiques et travailleurs agricoles. À partir du XVe siècle, une autre région connaît un essor remarquable, le pays Haoussa. Celui-ci est composé d'un ensemble de cités-États relativement autonomes, dont Kano et Katsina sont les plus importantes. Les traditions orales Haoussa, notamment la légende de Bayajida, racontent la fondation de 7 royaumes originels, les 7 Haoussa, autour de la cité de Dora. La chronique de la ville de Kano compile également l'histoire des différents rois de la cité à partir de traditions orales. Ces récits et ces traditions participent à la construction d'une mémoire commune et à la légitimation politique des royaumes Haoussa. Sous le règne de Mohammadou Rumfa au XVe siècle, l'islam s'impose durablement à Kano. Les fouilles du site funéraire de Durbi Takucheyi ont mis à jour des sépultures datées du XIIIe au XVe siècle, contenant des objets importés, notamment des perles de verre venues d'Asie. Ces découvertes témoignent de l'intégration croissante du pays Haoussa dans les réseaux commerciaux du monde islamique. Le succès des cités Haoussa repose largement sur leur situation géographique. Situées entre le fleuve Niger et le lac Tchad, elles occupent une position stratégique sur les routes commerciales reliant l'Afrique de l'Ouest, le Sahara et le monde méditerranéen. Elles participent notamment au commerce de l'or provenant des régions occidentales ainsi qu'aux échanges de noix de cola, de peaux, de textiles, d'esclaves et de produits agricoles. En retour, elles importent des armes, des tissus de luxe, des perles de verre, de la soie et des kauris provenant de l'océan Indien. Ainsi, entre le IXe et le XVIIe siècle, le Sahel central voit se développer de puissants États, fortement intégrés aux réseaux commerciaux transsahariens et progressivement islamisés. Le Kanem Bornou et les cités Haoussa deviennent alors des acteurs majeurs de l'histoire politique, économique et culturelle de l'Afrique intérieure.